gras, granola. Sur un bon biscuit, du bon chocolat. Gras, granola. Sur un bon biscuit, du bon chocolat. Granola. Sur un bon biscuit du bon chocolat, granola de l'Alsacienne. Moi, je suis jamais en retard. Jamais. Et c'était un business super lucratif. Apparemment, c'était Bill John, comment ça va? Il y avait un Tunisien qui avait fait fortune dans la Mais viens à la maison, on va en parler. Ah, on finira pas, vas-y, on finira pas. Tu regardes pas. Ah, mais je suis allé. Cher, je suis pas. Il y a un. Laisse-moi entrer. J'ai un paquet de granola à l'intérieur. Sur des cheveux, sur des miettes. Elle bouge. Ah, mais c'est relou aussi. J'ai pris rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Oh, ça oui, c'est du bon travail. Mauvais esprit, mauvaise humeur, c'est Get Busy numéro 9 qui arrive tout de suite. Tout le monde est là, j'ai l'impression. Même Alain Freeworker a changé de place. Oui, à fur et à mesure, je me rapproche. Il se décale, une cible mouvante. Il est passé de l'Asie à l'Europe. C'est afro-asiatique ici. Il a joué à risque. Voilà, on est tous là réunis encore. On est reparti pour une nouvelle émission avec à ma droite celui qui craint le soleil pire qu'un albinos, qui craint la lumière. Et pourtant il est venu. Cher, comment ça va? Bonjour monsieur. Ah, ça me fait plaisir quand tu me parles comme ça. Quand je dis ton nom. Ouais. À ma gauche, t'es comme une meuf folie, toi. T'aimes qu'on dise ton nom. Say my name. À ma gauche, il est revenu du futur exprès pour nous. Freeworker. Comment ça va? Ça va très bien, très bien. Putain, c'est le futur, c'est tous des Chinois, merde. À la gauche de Freeworker, la planète des noix. Une encyclopédie. La planète des noix. C'est consternant. À la gauche de Freeworker, comment ça s'appelle les Et laisse-moi finir, merde. Ta gueule, les singes chinois qu'on le cul dans un sauna naturel, là. Comment ça s'appelle? De quoi? Au Japon. Là, tu connais rien aux animaux. Je connais rien au Japon. Rien qui dit les Chinois qui ont un truc naturel au Japon. Oui, non mais on est juste autour de table, calme-toi un peu. Il y a juste un Chinois, c'est pas un Japonais, cher. Tu sais. Donc je disais, à la gauche de Freeworker... Allez, récite-nous ton truc, vas-y. Une encyclopédie du stand-up qui pourtant n'a plagié personne. Si, quand même. Eros. Gang, ouais, bien. Qui est-ce que t'as plagié? Moi, T'as plagié ou t'as adapté? Il a plagié tout Atlanta dans sa vie. J'ai adapté plein de choses, dans ma courte vie. À la gauche d'Eros, mais en face. Il est ce genre de personne c'est ce genre d'élève qui fait ses devoirs avant de rentrer en cours. À la dernière minute. David. C'est ça, le talent, ça s'improvise pas et ça se prépare pas. Et puis notre invité unique aujourd'hui, Big John de Paname. J'étais le seul à accepter de venir. C'est les autres qui n'ont pas voulu surtout. Putain. Merci de m'accueillir les gars. T'es le premier qui a l'honneur du grand format. Voilà. T'es tout seul face à l'heure qui va venir. Je prenais déjà toute la place. Big John qui est là pour son livre qui est sorti l'année dernière. C'est ça. Big John de Paname qui raconte son quotidien de physionomiste de club select. C'est ça. C'est bien résumé. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors on peut dire quel club quand même, c'était le Baron. Principalement le Baron et j'ai fait d'autres clubs. Lesquels? Dans le 8e arrondissement et aussi en banlieue. Donc j'explique. Des clubs select en banlieue. Non, le grand écart. J'ai pas fait que des clubs select. J'ai démarré par un club qui s'appelait le Cap Ouest, pas très loin de Mantes-la-Jolie. Au 78e, ouais. C'est plus le 8e. Voilà, c'est le 78e. Et je me suis retrouvé après à bosser un peu dans le 15e, la Seine, l'aquarium pour ceux qu'on connu. Dans le 15e, à la place de ce qu'est le centre commercial Beaugrenelle maintenant. Et j'ai fini par atterrir dans le 8e, dans le quartier riche. Alors peut-être que tu peux expliquer pour tous les gens qui ont été refoulés ou pour ceux qui ne savent pas du tout, c'est quoi le Baron comme endroit? Le Baron, alors c'était quoi? Parce que ça a changé. C'était un club, un tout petit club de 150 personnes, donc même pas la taille de ce studio, où on faisait rentrer en gros les potes des patrons et les potes des potes proches.
sachant que c'était un petit milieu qui réunissait un petit peu tous les milieux artistiques, style cinéma, musique, mode et art contemporain, principalement. Et la capacité d'accueil, c'était 150 personnes, Ouais, pas 150 plus. personnes, pas plus. Ouais, c'est minuscule. Ouais. Donc on peut refouler des gens parce que c'est plein. Ouais, on peut même refuser des gens si c'est vite. De toute façon, on peut refuser des gens si on en a envie, en fait. C'est très très simple. Donc en fait, ce bouquin dans lequel tu racontes un petit peu ton expérience de physio, pardon, c'est des anecdotes. Toi, tu vas pas rentrer, toi. Non, mais et de toute façon, j'ai commencé videur. Physio, c'est venu par la suite. C'est juste qu'au début, le patron du Baron jugeait que j'étais beaucoup trop balèze et que je faisais peur aux clients pour être physio. Puisque tu es censé représenter l'image d'une boîte de nuit. Donc à partir du moment où ta clientèle vient principalement du 8e, du 16e et un peu des quartiers bobos de Paris, forcément quand tu as un mec qui à l'époque faisait en plus 150 kilos avec une barbe très importante et une tête un petit peu pas commode, t'as pas envie de le mettre on va dire, pour représenter l'image de ton club, quoi. Parce que pour expliquer un peu, pour les jeunes, il y en a peut-être qui nous écoutent, le physio pour les gens de notre époque, c'est un peu, en fait c'est Jacques, c'est le métis un peu fin qui est super avenant avec un gros sourire ou Cathy Guetta ou des gens comme ça. Alors Jacques avec un grand sourire, je m'en rappelle pas. Non, ouais. Jacques était pas le plus sympa à la porte. Et Cathy Guetta avec une longue barbe, non plus. Il savait le distribuer qu'à des gens de ouais, c'est ça en fait. À l'époque, t'en avais pas beaucoup. T'avais Jacques, Marilyn pour les plus connus et Cathy qui était au Castel et il y en avait une aussi au Palace. Donc ouais, si on vous met tous en casting. Sauf que maintenant toutes les boîtes de nuit ont un physio. Avant on mettait juste un mec balèze pour dire oui non et il n'y avait pas de conversation. Maintenant on a mis entre guillemets une part d'humanité à la porte. Et donc en fait vous êtes la clé du succès d'une boîte ou pas, c'est vous qui savez comment remplir la boîte, quel mélange il faut mettre enfin suivant les directives du patron. Ouais, c'est ça, en fait on a des directives. Alors après on n'a pas la science infuse, il y en a qui font n'importe quoi, il y en a qui font du bon boulot, mais on sera jugé sur les résultats à la fin du mois. Parce que c'est ça, si t'es garant un petit peu de la population qu'il y a à l'intérieur, il faut que tu fasses attention aux gens qui sortent aussi. Pour dire, il y a 3 filles et 2 noirs qui sont sortis, j'ai le droit d'en faire rentrer autant. Comment ça se passe? On va pas jusque là, on va pas jusqu'à compter quand même. T'imagines, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas le droit de sortir. Mais par contre, alors personne peut vous remplacer dehors. Ouais, ça fait 3 semaines que je suis là, je rentre chez moi. Non, pour le coup, en fait, t'es vraiment obligé de faire attention au nombre de filles qu'il y a à l'intérieur, au nombre de mecs, ouais, pour la proportion. C'est quoi la proportion? 80-20? 70-30 en général, les patrons aiment bien qu'on ait un chiffre qui tourne autour de ça. Alors après, t'as des mauvais soirs où ça peut tourner autour de 40-60 ou 30-70, mais en général, tu bosses pas ces soirs-là. Les soirs où tu bosses, c'est quand justement il y a plus de filles et que les mecs sont un peu poussés à dépenser. Moi, je voulais revenir à ton parcours, parce que tu dis que tu as commencé on va dire en bas de l'échelle, dans les boîtes de banlieue, videur, machin. Dire ça. Et comment s'est fait ta progression jusqu'au firmament des portes? Mais en fait, à chaque fois, ça a été un concours de circonstances. J'étais basketteur professionnel, je me suis retrouvé au chômage. J'ai rencontré un pote qui faisait la sécu dans cette boîte, le Cap Ouest. Il m'a fait bosser. Et c'était que le week-end, parce qu'en banlieue, il n'y a pas de boîte de nuit qui ouvre la semaine, il n'y a pas la population pour sortir. Et puis à force de bosser les week-ends, je me suis dit à un moment donné, ce serait cool si je trouvais aussi un truc la semaine. Et puis en fait, il n'y a qu'à Paris où tu trouves des clubs ouverts la semaine. Et du coup, je me suis retrouvé là. Et surtout qu'il y a les 10-15 ans, quand j'ai démarré, je crois que j'étais peut-être le seul videur de boîte de nuit à parler anglais en fait. Du coup, pour un club comme le Baron, où on a une grosse clientèle internationale, c'était un gros point fort. Un gros avantage. Oh, c'est pas très compliqué, Not Tonight, Not Possible. Go fuck yourself. Ouais, ça peut être vu comme ça. Only Girls, bon. Ou Suck My Dick and You Come In, ouais, voilà. Tu disais que tu avais été basketteur professionnel un petit peu. Ça. Comment ça s'est passé exactement? C'est ta carrière avortée? Oui, parce que t'en parles dans le bouquin, parce que ton bouquin, faut expliquer. Donc t'as plein d'anecdotes de la nuit, qui est spécialement au Baron, et entrecoupé de mon morceaux de ta perso, vie. ouais, Quoi. exactement. Comme tu as pu le voir, ma carrière n'a pas été très très loin, parce que sinon je me serais pas retrouvé à faire des portes de boîte de nuit. Mais j'ai suivi tout le cursus pro, sauf que très tôt j'ai commencé à sortir, très tôt j'ai commencé à boire, à fumer, à faire la fête, et qu'à un moment donné,
t'as beau avoir un certain talent, si tu t'entraînes pas, de toute façon, il se passe rien et ta carrière, elle s'arrête. Parce que justement, dans l'exemple, tu cites l'exemple de Tony Parker, qui est à peu près qui était en même temps que toi. Ouais, c'est ça, en fait, on est lui était super studieux. Qui est l'extrême inverse aussi. Ouais, qui est l'extrême inverse. Lui, le professionnalisme incarné. Il sortait pas, il fait surveiller tout ce qu'il mangeait, tout ce qu'il buvait, dès le plus jeune âge. Hein. Je te parle de ça, on avait 18 ans. Et tu vois la différence entre moi qui bouffais 4 pizzas par jour et lui qui buvait un jus d'herbe après chaque match et qui faisait attention à ses temps de sommeil, ses temps de repos, etc. Bah, à un moment donné, voilà, il y en a un qui a fait une carrière folle en NBA, qui a une carrière monstrueuse, et l'autre qui a fait une carrière de leader. Ceci dit, c'est pas évident à 18 ans d'avoir cette rigueur-là. Non, c'est clair. Après, ça, c'est un autre débat, mais c'est le problème des centres de formation. Oui, mais je veux dire, tu t'es rattrapé, t'as dû le refuser une boîte quand même. Moi, je l'aurais fait à ta place. J'ai refusé de bosser pour lui, c'est encore mieux. Ah bon? Ouais, mais bon, c'était pour la blague, mais c'est vrai que ça m'aurait fait bizarre de bosser pour un mec avec qui je m'entraînais. D'ailleurs, tu racontes que tu essayais de l'engrainer pour venir en boîte ou quoi que ce soit et que lui... Ouais, en fait, moi... Tu voulais qu'il foire, lui aussi. Je me suis dit, je veux pas être le seul dans la merde. Moi, en fait, nous, si tu veux, c'était un petit peu naturel. Lui et moi, on est passé pro très tôt. Et du coup, on était avec des mecs de 26, 25, 30 ans, même 35 ans. Et si tu veux, après les matchs, t'as les ricains et les mecs plus âgés qui disent vas-y, viens, on va en boîte de nuit, quoi. Surtout qu'eux sont en fin de carrière. Ouais. Et surtout puis, les ricains, quand ils viennent ici, c'est vraiment le côté maison de retraite. Moi, avant d'être basketteur, retraite, je me faisais refuser de toutes les boîtes de nuit. Même les plus dégueulasses, je me faisais refuser. Donc, pour moi, c'était génial de pouvoir aller en boîte de nuit juste parce que j'étais basketteur. Et comme Tony et moi, on était potes, je disais viens, il est jamais venu. Bah, il a eu raison. Il a eu raison. Comment... Je ne sais plus ce que j'allais dire. J'ai été coupé dans mon élan. À mon avis, t'allais dire n'importe quoi. Non, j'avais la question. En tant que grand Manitou devant la porte, c'est-à-dire que tous les gens devant remettent leur sort entre tes mains. T'as subi des comment on appelle ça, des bribes, on appelle ça en anglais. Des gens qui veulent des gens qui veulent me soudoyer. Te soudoyer, voilà. Ouais, j'ai une anecdote dans le livre où je parle d'un mec qui voulait me lâcher 10 000 €. Et j'ai pas été assez réactif pour les récupérer, mais ouais, ça c'est... Assez réactif, mais c'est pas ce que tu dis dans le livre. Tu dis que finalement t'as été plus sage que ça. T'as pensé à ta carrière. En fait, j'ai pensé à mon boulot, j'ai pensé à ma stabilité professionnelle en premier. Mais si j'avais été peut-être plus réactif et que j'avais eu le réflexe d'appeler le patron pour lui dire écoute, s'il te plaît, exceptionnellement, est-ce que je peux accepter 10 000 € à l'entrée? Au moins, j'aurais pris 10 000 € en plus. Parce qu'après, le patron t'a dit t'aurais dû les prendre. Ouais, c'est ça en fait. Mais en faisant 50-50. Ouais, exactement. Ce qui est normal. Ouais, ce qui est normal. Mais en même temps, ça te prouve bien que à chaque fois, parce que c'est plein de trucs qu'on trouve dans le bouquin, finalement, il n'y a que la somme qui... Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de question de principe, ouais. Ah ouais, non, en fait, il y a une question de principe quand la somme est trop basse. Voilà, exactement. C'est-à-dire, le mec qui vient, qui me propose 50 balles, je m'en fous. 100 balles aussi. À partir de 500, je commence à y réfléchir selon la tête du mec en face de moi. Mais après, on n'est pas fou, hein, d'un autre côté. Enfin, même un mec... Je suis sûr qu'un mec te propose de l'argent pour le taper, tu le tapes, quoi. Il le fait gratuit. Mais je paye même pour le taper. Non, mais ce qui est marrant, ce qui ressort souvent, c'est que la frustration de ne pas pouvoir rentrer en boîte, ça, dans ton bouquin en tout cas, ça se règle toujours par je peux te proposer de l'argent. Ou bien... Ou l'insulte raciale. Ou les insultes racistes. Ouais, c'est ou ça. je peux te proposer ma meuf. Alors, des meufs qui se sont déjà proposées à moi, oui, pour entrer en boîte de nuit, ça c'est arrivé. Il paraît que la chatte peut éviter d'avoir des billets de 500 sur soi ou quoi que ce soit. Ouais, moi on m'a proposé... honnêtement, j'ai des meufs qui m'ont proposé des trucs extrêmement sales à une porte de boîte de nuit pour rentrer. Mais à un moment donné, tu te dis, si elle te l'a proposé à toi, elle l'a peut-être proposé au videur d'avant. Donc, dans une boîte de banlieue. Voilà. Voilà, si ça se trouve avant, elle est tellement très jolie. Au supermarché. Ah, elle a fait des trucs sales et après elle arrive chez toi. T'imagines, elle est peut-être allée au supermarché, elle voulait pas faire la queue et elle a demandé au vigile. Elle a fait des trucs sales chez Lidl. C'est quand même dégueulasse. Non, mais c'est montrer quand même un certain niveau que oui, les gens peuvent à un certain moment oublier ce qu'ils peuvent mettre sur la balance. C'est-à-dire qu'en fait, on rigole de ça et si on l'analyse vraiment, il y a des choses extrêmement graves. C'est-à-dire que tu te rends compte que des gens se mettent dans un état pas possible et ils se sortent tout ce qu'ils ont sur le cœur. Alors ça va des insultes racistes, des insultes sur les mères, etc. Avec ton bouquin, j'ai découvert enfin moi je viens de banlieue, je suis sorti un peu, mais je savais pas qu'on essayait de faire rentrer.
Je savais pas qu'on essayait de faire rentrer le genre de matos qu'on trouve dans ton bouquin. Enfin, ça m'a surpris. J'ai des potes qui ont essayé de faire rentrer des armes, des couteaux ou quoi que ce soit, mais jamais un bébé, quoi. Ah ouais. Après, justement, si tu veux, quand t'as consommé, je pense, un certain niveau de drogue, et sachant que dans les boîtes des beaux quartiers, t'en as certainement un peu plus qu'ailleurs, t'as des gens qui, je sais pas, leur cerveau il a fondu. Donc ouais, en effet, un jour, j'ai une dame qui a essayé de rentrer avec un bébé caché dans son sac à main, en boîte de nuit. Et excusez-moi de monopoliser, mais justement, cette dame avait sûrement usé de drogue. Vous avez une politique sur la drogue qui est 50-50, qui est ni bon ni mauvais. Bien au contraire. Non, c'est-à-dire que nous, à l'intérieur, tu veux dire honnêtement, à l'intérieur, on a du mal à imaginer qu'au Baron, pour ceux qui savent un peu ce qu'il y a, il n'y avait pas de la coke à tout moi, ayant mis les pieds, en fait, ce qui est marrant avec ce qu'il dit, c'est qu'on a du mal à imaginer au Baron, mais en fait, moi maintenant qui suis encore dans le milieu de la nuit, moi ce qui m'étonne, c'est que maintenant c'est dans toutes les boîtes comme ça, c'est-à-dire que même nous, dans les boîtes hip-hop, qu'on fréquentait à une certaine époque, on se disait la drogue c'était pas pour nous, la drogue c'était les mecs de chez nous qui la vendaient, mais nous on la consommait pas. Sauf que maintenant la vérité c'est que tu vas même dans n'importe quelle boîte hip hop, que ce soit les filles, les mecs, tout le monde consomme. Et ça c'est assez hallucinant. Moi c'est les premières fois où voilà, où t'en as pris. Où je mettais les pieds dans un endroit où c'était aussi démocratisé, où on va pas citer les noms des artistes qui étaient là, ils pouvaient être à moitié à poil dans le fin fond de la salle et prendre ce qu'ils voulaient, quoi. Ouais, nous c'était très simple, c'était pas vu pas pris, c'est-à-dire que si tu faisais ton truc dans les toilettes, personne pouvait aller te chercher dans les shots, c'est interdit. Mais maintenant si tu fais ça sur le comptoir, on te fout dehors. Mais comme dans toutes les boîtes, il y a des passes droits entre guillemets, c'est-à-dire qu'on te fout dehors, mais si le patron dit tu le fais rentrer, tu le fais rentrer. Et les flics en fait, ils vous font double peine, c'est-à-dire que si vous leur donnez trop de dealers que vous avez attrapés dans votre boîte, ils peuvent sanctionner l'établissement. En fait, si tu veux, t'as différents services, donc t'as là-bas qui va nous dire il faut coopérer avec nous parce que sinon on va vous faire chier tous vos clients et on va les choper à chaque sortie. Et quand tu, entre guillemets, tu coopères un peu et que tu leur dis vers là-bas ça deal. Après, derrière, eux, ils te font un rapport sur le dealer, mais du coup, ça remonte au préfet, et le préfet te dit, en fait, ta boîte de nuit a un problème, donc soit vous réglez le problème avec vos clients et vous avez plus de dealer, soit on vous fait fermer. Donc, en fait, t'as le cul entre deux chaises. Tu vois, ce que tu dis, c'est un peu marrant, parce que c'est le même système des mules, c'est-à-dire on accepte qu'il y a une mule qui se fasse attraper à la douane, en sachant qu'il y en a 9 qui vont passer derrière, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ils ont besoin dégueulasse. Eux, ils ont besoin de remplir leurs stats, j'imagine. Mais c'est marrant, donc du coup, toi, t'es à l'entrée. Toi, tu veux faire passer de l'opium, toi. T'es en contact non seulement avec les clients, mais en fait t'es le premier contact des flics quand ils viennent, quoi. Ah ouais, exactement. Enfin, les flics ils viennent pas. Très honnêtement, les mecs de la BAC venaient jamais nous parler. Nous, Ce que j'allais dire, tu prends pas l'initiative d'eux, c'est ton patron qui va te dire. C'est-à-dire que eux, nous, on les voit marcher devant. J'ai envie de te dire, tiens, un keuf en civil, c'est toujours habillé comme un keuf en civil. Donc, peu importe ce qu'il met, tu le. Mais c'est des bons procédés. Par exemple, faut être cool. T'as jamais un keuf qui t'a refusé l'entrée du commissariat. Et du coup, nous, la seule police à laquelle on a affaire, c'est la mondaine. Ouais. C'est eux qui décident si ton club a le droit d'ouvrir ou pas. Après, les flics, on les voit de loin, mais quand ils arrêtent quelqu'un, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. On n'a pas à intervenir, en fait. Alors, des fois, ils sont un peu compréhensifs. Ce qui est quand même flagrant au fil de ton bouquin, c'est quand on dit toutes les anecdotes, dont certaines sont assez hallucinantes, même si pas surprenantes, c'est comment les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour essayer de rentrer dans une boîte. Mais tu évoques des gens que tu as refoulés 4 fois, 150 fois, 100 fois, et qui reviennent une 101e, une 102e fois en espérant... Enfin, les gens qui n'ont pas de fierté, quoi. Ouais, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler au Baron, le truc qui m'hallucinait, c'est que j'arrivais au boulot à 22h45, il y avait des gens qui faisaient la queue, et ils se faisaient refuser peut-être 5-6 fois dans la soirée, mais à 6h du matin, ils étaient encore là, espéraient rentrer. Et j'ai connu un rappeur comme ça. Qui Balance-toi déjà des noms après le balance. Secret professionnel. Moi. Ouais. Mais ouais, c'est assez hallucinant de voir en fait ce qu'une boîte de nuit peut attirer et donner envie de faire. C'est l'image de la boîte de nuit ou c'est quand t'as 4 grammes, c'est le défi que tu te lances de la nuit? En fait, j'en sais rien parce que j'ai jamais réussi à rentrer dans le cerveau des gens. C'est super irrationnel en réalité. C'est totalement illogique, c'est irrationnel. Là, tu parles d'un club de 150, d'une capacité de 150 personnes. C'est-à-dire entre un mec qui te propose 10 000 euros, une femme qui va te proposer des faveurs sexuelles, un mec qui une fois m'a proposé de me prêter des faveurs sexuelles. son bateau. Un mec qui m'a déjà d'ailleurs demandé de me payer pour que je le...
Donc il y a des trucs hallucinants et tout ça pour rentrer. C'est comme ça que t'as pété ton PEL. Donc ouais, il y a des trucs assez hallucinants et en fait quand tu bosses dedans, tu te dis mais pourquoi ? Tu te rends compte que tu vas dans un endroit où on va te vendre de l'alcool 20 fois le prix d'ailleurs. Et où tu vas avoir des gens que tu pourrais très bien inviter chez toi dans la vie de tous les jours et ça te coûterait moins cher quoi. Mais non. Il y a aussi que les gens sont un peu sans foi ni loi quand c'est le moment de rentrer quoi. C'est-à-dire tu racontes les anecdotes de gens qui sont en groupe, t'en fais rentrer un sur un principe subjectif et il s'en fout des autres quoi. Car ils rentrent et c'est terminé pour les autres. Ou pire encore des meufs qui sont rentrées et qui ont laissé leur mec dehors quoi. Ouais, t'as de tout, t'as des frères qui se séparent, t'as une meuf qui dit écoute à son mec, écoute, moi je dois rejoindre mes copines et qui rentre normal à l'intérieur. Et j'ai même vu un mec laisser sa meuf devant aussi, tu vois. Tout arrive, il n'y a aucune solidarité lorsque tu arrives à une porte de boîte de nuit. Non. Mais d'un autre côté, c'était un peu la même chose pour moi à ma génération. Comme on se faisait tout le temps recaler quand il y en avait un qui arrivait. T'as laissé ta meuf dehors pour rentrer dans une boîte du 78. Non, alors c'était soirée raga. Déjà, nous, à l'époque, c'était différent. On attendait les meufs à la sortie du métro. On attendait les meufs à la sortie du métro. Et on leur demandait si elles voulaient bien nous accompagner devant. Et si devant, nous on rentrait, pas elles, etc. On se démerdait. Mais s'il y avait un pote qui pouvait rentrer, les autres non, le pote y allait quoi. Il n'y avait pas de solidarité. Après, on priait juste pour pouvoir tous y rentrer. C'est dégueulasse tout ça. Ça me donne envie d'écouter un peu de musique. Tiens. Exactement. Un morceau communiste, s'il te plaît. Tant qu'à faire, on va rester dans le thème, puisque c'est Inda Club. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. Et voilà, c'est reparti. Get Busy numéro 9, toujours avec Big John de Paname qui est là pour son livre qui s'appelle aussi Big John de Paname, où il nous raconte les aventures d'un physionomiste, je l'ai fait tomber, d'un physionomiste à l'entrée du Baron. C'est ça. Il y a un truc qui revient aussi souvent dans ton bouquin. Par rapport aux gens que tu recales et tout ça, et y compris je crois même quand tu étais dans le 78, c'est ce côté quand tu refuses des Noirs et des Arabes, ce côté t'es presque un traître. Ah mais de toute façon... Ah c'est pas presque, t'es un ouais, en fait la vérité c'est que quand t'as affaire à je dirais une clientèle un peu plus jeune et qui est issue comme nous de banlieue etc, tu peux parfois représenter l'image d'un keuf. Donc quand tu les laisses rentrer, de toute façon de manière générale, quand tu laisses rentrer n'importe qui, t'es le mec sympa, mais quand tu recales quelqu'un, t'es un connard fini. Et après, alors chacun aura sa manière de te voir. Il y en a pour qui tu vas être un raciste, il y en a pour qui tu vas être un facho, un keuf, il y en a pour qui t'es juste un gros mec sans cerveau, etc. Donc chacun a une manière différente de nous définir. Est-ce que c'est déjà arrivé mais clairement, comment tu le vis toi ? Parce que t'as quand même des directives. On dit à un moment, pas trop de Renois, pas trop d'Arabes. Et quand toi tu l'es... Alors ça en fait on me l'a jamais dit on me l'a jamais dit explicitement. Ça se dit jamais clairement. Non mais en fait ce que j'explique aussi c'est que quand t'es par exemple dans le... Alors moi je te dis honnêtement, quand j'ai bossé au Cap Ouest, j'ai entendu ce genre de directive où c'était un peu plus explicite, on me disait fais attention qu'il n'y en ait pas trop noirs, trop d'arabes. Allez, fous-les dehors dans la cité. Très honnêtement, je t'avoue que j'y faisais pas attention parce qu'en effet, quand t'es dans des boîtes de banlieue, à un moment donné, tu fais avec la clientèle que t'as et si les mecs se tiennent bien, j'ai pas de raison de leur dire non. Après, dans le 8e, on va jamais te dire on veut pas de noirs, on veut pas d'arabes, on va te dire on veut juste une clientèle qui dépense. Sauf que la clientèle qui dépensait il y a 10-15 ans, c'était principalement une clientèle aisée et blanche, on va dire ça. Mais comme je l'explique, quand t'as des Saoudiens qui se présentent ou des enfants d'ambassadeurs issus de pays d'Afrique qui ont le même budget que ces gens-là, très souvent mais eux, c'est pas vraiment des Noirs et des Arabes. C'est ça en fait, c'est dans la perception des choses. En tout cas, c'est pas des banlieusards. Donc en fait, donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours la somme qui définit. Ouais, c'est la somme qui définit. Ouais, et le critère finalement est pas racial, il est plutôt sociétal. Il est social plutôt, c'est-à-dire que on va refuser une personne par rapport au milieu d'où elle vient et pas par rapport à sa couleur de peau. On reconnaît le milieu d'où vient quelqu'un par rapport à quoi ? Bah déjà quand si l'Angela là-bas, c'est un Saoudien. Et deux femmes voilées, c'est un Saoudien. La marque des chaussures, très honnêtement, la marque des vêtements, la manière de parler, la manière de se comporter, la gestuelle, tu le reconnais assez rapidement. Les Nike pourtant, moi ayant côtoyé des gens aisés, ils paraissent beaucoup plus trash que n'importe quel c'est différemment de mes amis trash. banlieusards. Ouais, c'est différemment trash, quoi qu'il arrive. C'est trash bien. Parce que, comme dirait Cher, il y a que les fils de riches qui ont envie d'être grunge.
Ouais, c'est Allez, pas hop, mal, rentrez ça. chez vous sur cette belle phrase. Grunge, c'est aussi un mot qu'on n'a pas entendu depuis 30 ans. voilà, c'est un truc qui va sortir. C'est ça. Moi personnellement, j'ai vu des Asie Argento, des trucs comme ça dans votre boîte, Ah, mais ça y est, ça balance. habillés comme des chiffonnières. Ouais, mais comme je le Mais c'est comme je le dis, à partir du moment où tu as grandi dans un certain milieu social, et par exemple dans un milieu aisé, tu peux faire tout ce que tu veux pour paraître banlieusard. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et nous, on sait, parce qu'on a grandi dans ça. Donc, ces signes-là, on les reconnaît automatiquement. Et inversement. Et quelqu'un qui est issu d'un milieu beaucoup moins aisé et qui essaye de se faire passer pour quelqu'un d'autre, on le reconnaît aussi tout de suite. Parce qu'il y a toujours un moment donné où il y a quelqu'un qui va faire une faute. Et nous, on va le pousser à la faute. Mais au-delà de ça, du simple fait de savoir si ça fait banlieusard ou qui a les moyens et ça, il y a quand même énormément de critères subjectifs. Mais en fait, même le faire banlieusard, ça veut rien dire. Ça se passe en quelques secondes en plus. Aujourd'hui, est-ce que quand tu vois la tenue vestimentaire de quelqu'un, tu fais la différence entre quelqu'un qui vient de quartier et quelqu'un qui vient pas? Moi, je vois la plupart quand c'est Fashion Week maintenant, et la Fashion Week, c'est un peu le gros truc de toutes les boîtes de nuit du 8e, la semaine de la mode. Les mecs sont sapés tous pareils, et que ce soit des mannequins pour les plus grandes marques ou les mecs sont sapés comme des mecs de quartier. La vérité, c'est que tu le sais, la street a toujours inspiré le monde de la mode. Si j'en vois un filage, je nique sa mère. Donc c'est plutôt dans un comportement et dans une façon de parler qu'on va le reconnaître. Non mais même tu t'expliques très bien que t'as pas énormément de temps pour juger la personne, savoir s'il va être relou, savoir si quand il va... Ah oui, non, ça doit se jouer même à juger, savoir secondes. si quand il va boire, il va être chiant. Ça doit se jouer en 3 secondes, c'est-à-dire que moi j'essaie de faire parler les gens et je vois très vite s'ils sont réceptifs ou pas du tout, et je vois très vite leur manière de répondre. Réceptif à quoi? C'est-à-dire que le mec qui déjà arrive en mode je suis vénère ou en mode je sais que je vais me faire recal, je sais que ce mec-là, je vais le recal. Tu notes justement dans ton bouquin que le meilleur atout pour entrer, pour avoir une facilité d'accès, même si on n'a pas vraiment les codes pour entrer, c'est le je m'en foutisme, c'est-à-dire de passer par-dessus le fait que t'es à l'entrée et tu parles d'une nana qui descend d'une voiture, mais elle est tellement folle et tellement excentrique que t'en restes bouche bée et que tu la laisses passer parce que... Ouais, mais là faut décrire la situation. Je parle d'une meuf. J'aime pas dire ça, mais on parle d'une daronne qui est a priori zaïroise, qui a une perruque blonde, une grosse robe léopard et aucun des codes pour entrer, mais tellement excentrique qui est tellement naturel, qui arrive et qui à un moment donné, tu dis non, la meuf est trop forte pour moi, donc je la fais rentrer. Mais parce que son mec a préparé le terrain avant et qui m'a fait croire que c'était sa femme, alors qu'en fait c'était juste une fille de joie. Mais ce que je dis en fait, c'est qu'il faut trouver l'accord parfait entre une certaine confiance sans que ce soit arrogant. Sans que ce soit arrogant, exactement. Alors moi, il y a un truc qui m'a étonné, c'est que puisqu'on disait que c'est l'argent quand même qui fait la différence, c'est que les footballeurs n'étaient pas les bienvenus. Ouais. Bizarrement. Mais alors, en fait, c'est les plus que les footballeurs, c'est l'entourage des footballeurs français. Voilà, exactement. C'est-à-dire que... Oui, mais la génération d'après 98, on est bien d'accord. Ouais, exactement. Mais voilà, en fait, mais après, c'est pas une vérité absolue, mais si t'as un footeux qui vient avec sa femme, peu importe qui il est, en général, si le mec se comporte bien, on va le faire entrer. Le problème, c'est, comme ton collègue l'a dit, c'est l'entourage. C'est-à-dire que quand tu prends les footballeurs étrangers, en général, ils sont 2-3 parce qu'ils sont entre groupes d'étrangers où ils ont peut-être des fois la famille avec eux, etc. Mais quand tu prends les footballeurs de région parisienne, les mecs sortent avec toute une équipe de 10-15 mecs. 30 lascars. Et à un moment donné, tu peux pas, dans certaines boîtes, tu peux pas. Il y a des boîtes qui les prennent, mais pas tous. Et la plupart des endroits qui les prennent, en général, c'est les chichas. Vous avez compris les mecs du Red Star. Et il y a aussi justement un espèce d'écrémage aussi chez les gens connus. C'est-à-dire qu'on laisse pas rentrer les mecs qui sont un peu has-been, on laisse pas rentrer les candidats de la télé-réalité pour la bonne et simple raison qui changent tous les 2 mois, on laisse pas rentrer les youtubeurs. Il y a même des trucs très cruels où tu dis que carrément même des gens connus qui sont plus en odeur de sainteté dans la boîte, petit à petit on leur fait comprendre, de la bise on passe à la poignée de main, puis il faut que tu partes. Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné ton patron te dit écoute, lui son image j'aime pas trop, il a chuté, plus personne n'a envie de lui parler, plus personne n'a envie de le fréquenter, et du coup nous non plus on va pas le faire rentrer. Après pour ce qui est de la télé-réalité et des youtubeurs, c'est de moins en moins vrai.
même si les clubs les plus sélects continuent à les laisser dehors, mais comme avant, youtubeurs et mecs de télé-réalité, ça voulait juste dire chômeur connu. Aujourd'hui, ça veut dire... Aujourd'hui, un mec qui a des followers sur Instagram, il arrive à le monnayer. Donc, c'est vu un petit peu différemment. Ça te donnera pas accès partout, mais en tout cas, c'est sûr que dans les boîtes de province, t'auras pas de problème pour rentrer. Et l'effet contraire est valable aussi, c'est que là où vous dites effectivement il y a des stars entre guillemets qui ont plus de notoriété, vous essayez de les pousser un peu dehors. Le contraire est faisable aussi, c'est-à-dire que vous allez chercher des mecs en devenir ou au top et essayer de les rabattre entre guillemets dans le club. Ouais, c'est parce qu'il y a des clubs, ça se voit comme ça. Par exemple, l'autre Tony Gomez, c'est ça. Ouais, Tony Gomez. Lui, il allait vraiment chercher, tu vois, l'attaché de presse du club, quoi, finalement. C'est-à-dire, il cherchait à attirer des gens connus, des choses comme ça. Ouais, tiens, après, c'est par bouche à oreille, mais tu sais, les différents milieux se mélangent pas beaucoup. Ce qui veut dire, c'est que je te donne un exemple comme ça, quand tu vois un Romain Duris avec deux gars, et que le lendemain tu vois les deux gars avec deux autres gars, tu te dis que d'une certaine manière, c'est des mecs PD. C'est des michetonneuses. C'est ça, c'est des mecs qui font un peu partie du même microcosme. Et du coup, tu sais que même si tu vois demain un mec de 18 ans avec eux, ça peut être la future révélation. Alors en général, tu le fais rentrer. La future victime. Aussi, la future victime d'Harvey Weinstein. Ou du Harvey Weinstein français, on ne sait pas encore qui c'est, mais on le saura bientôt. Vu le niveau de délation. Alors on entend beaucoup de rumeurs, mais tu sais, le problème des rumeurs, c'est que tu entends tout et son contraire. C'est vrai. Et du coup, en fait, après, tu apprends à te renseigner sur les gens, mais c'est aussi notre métier en fait de se renseigner. Et comme je le disais, il arrive souvent qu'à une porte de boîte de nuit, tu vois un videur ou un physio sur Google pour savoir qui il a en face de lui. Ouais, on en est là, ouais. Ouais, on en est là. Ah oui, on en est clairement là. C'est fou, faut s'informer sur tout. Moi, je te donne un exemple. Dans les débuts du Baron, Bach et moi, on a refusé un mec qui s'appelle Philippe Stark. Excuse-moi, mais ouais, il y a 12-15 ans, moi, je savais pas qui était Philippe Stark. Et surtout, je savais pas à quoi il ressemblait. Donc le mec me donne un blaze, je me dis ça a l'air d'être un nom connu, mais à part ça je sais pas. Non, mais exactement. Parce que ce sont pas des visages connus là en l'occurrence. Ouais, donc en fait tu te dis comment tu faisais avant sans internet quoi. Ouais, vraiment tu te dis comment tu faisais avant sans internet. D'ailleurs tu parles d'une mise à jour, il a fallu que tu étudies, que tu ailles voir des pièces de théâtre et des films. Ouais. Tu parles de ton collègue qui t'a vraiment formé à... Ouais, c'est-à-dire que moi t'as appris à te rhabiller, à te... Voilà, ouais, c'est-à-dire que moi... Pas que t'arrivais cul nu, mais... Non, mais pas en short. À t'habiller autrement. Non, mais moi, si tu veux, il y a 15 ans, je m'habillais avec des sapes 5XL, avec des baggy hyper larges. Je faisais 155 kilos à l'époque, donc le jour où on a commencé à penser à moi en physio, il a fallu en effet que je revoie ma garde-robe et que j'essaye de trouver un style qui correspondait au club, quoi. Une fois, je suis venu bosser en baggy short, et le patron m'a dit s'il te plaît plus jamais, sinon t'es viré, quoi. C'était pas possible. Finalement, il a fait le physio avec toi, quoi. Finalement, ils m'ont imposé un petit mec pour faire la vitrine du club, et moi j'étais le mec derrière qui lui disait écoute, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Faut avoir la classe pour refouler les gens, quoi. C'est ça exactement. Mais d'un autre côté, t'es plus crédible, hein. C'est sûr que si t'es en jogging troué et que tu dis aux gens non, vous êtes pas assez habillés, ouais, les gens vont dire te fous pas de ma gueule. Et t'as beaucoup plus de problèmes avec les gens à leur faire un signe de tête non, ou à leur dire textuellement ça sera pas possible pour toi. Vous n'avez pas de quota là-dessus sur la personne. Peut-être qu'ils se contentent rarement d'un signe de tête. Après, il y a une négociation qui se met en place. T'es obligé de rentrer un petit peu dans la conversation, donc il y a toujours une petite négociation, mais en général, il faut aller le plus court et le plus direct. Il y a des gens à 10 mètres ou déjà dans la queue, tu sais que tu vas leur donner un nom. Bon, ça peut arriver, ouais. Donc quand ils arrivent... Genre autour de cette table. T'inquiète. Alors vas-y, allons-y. Qui se fait rentrer, qui se fait pas rentrer. Je vous attends dehors, les gars. Alors non, je vais dire, lui serait rentré parce que perfecto cuir, t-shirt, petite loque, ça fait très très look d'aujourd'hui. Lui, il fait geek. Donc, bon, c'est pas exactement. Non, mais parce que je suis pas habillé, mais bon. Mais même habillé, t'es pareil. Non, mais c'est Philippe Stark. Non, mais je passe partout, moi. Non, ça fait Renaud Lovankim. C'est pas mal, Renaud Lovankim. Il peut faire grand réalisateur quand même. Ah ouais, c'est clair. Tu sais, mystérieux comme ça, puis
Oui, c'est bon, on a Simple, compris, quoi. toi tu Alors, rentres. voilà. Lui, par voilà. exemple, si ça me dit différemment, il peut faire un peu artiste contemporain, mec un peu perché, etc. Un peu sale. Pote à Romain Duris. S'il annonce David Ginola, tu le fais rentrer, quoi. Allez, continue. Alors, on arrive alors, attention, Sœur arrive en ensemble fila. Parce que là, Avec une paire de là, on va filets. voir si l'interview s'arrête maintenant. Mec, tu vois Sœur arriver, tu le connais pas, tu penses que c'est un ancien patron de boîte de sécu. Un serve, quoi, vraiment. Ouais, tu sens C'est le ça. mec qui a eu une boîte de sécu il y a 10-15 ans. Oh merde. Oh, elle l'a Bon, classé. j'ai pas aimé ton interview. Je te le dis tout de suite. Bon, et lui? Et après, pour Mouzoul... Ça sera pas possible ce soir. Non, pour Mouzoul, il fait beaucoup plus classique. Donc, tu sens le mec qui est fan de sneakers. Le basket dégueulasse. Ouais, mais ça passe. En fait, il a le look passe-partout. Je Ou rentre. alors, il a le look gay Attends, mais d'aujourd'hui. t'es vraiment un physio. Je viens de dire. Le look bear, tu vois, le look bear. Mais t'es vraiment un physio de merde. C'est Ce pas un mec qui Real rentre pas, c'est Mouzoul. moi, quoi. C'est pas un Real Mouzoul, c'est Bear Mouzoul. Je rentre en tout cas. Voilà, tu Voilà, je rentre. Donc, y'a que moi qui rentre Non pas. mais t'inquiète, Ah non, j'ai pas dit que tu rentrais je te pas. raconterai, je te Là, raconterai. t'es juste en train de Tu fais faire. Ça va être difficile. Tu fais rentrer un ancien. Non, j'ai dit que tu fais en rien. Si je te donne pas 2000 €, je rentre pas. Moi. Ou un bébé ou un truc. Ok. Non, Apollo Fila, ça passe. Il y a quand même ce sentiment un petit peu d'avoir un petit pouvoir quand même. Il n'y a pas une espèce de petite jouissance d'avoir ce petit pouvoir de dire Est-ce qu'à un moment, toi tu te laisses t'as pas rien griser fait, par ce voilà, pouvoir? t'as rien fait de spécial, mais je sais pas, tu m'énerves, tu vois, j'ai envie de te niquer ta soirée. En fait, alors moi j'ai pas eu ce truc-là de. Est-ce que t'as pas ce truc de basketteur raté qui se venge sur les gens qui ont réussi? Non, voir si je rentre pas dans moi, ta boîte. Moi j'ai jamais eu ce sentiment revanchard par rapport aux clients. Par contre, ce que je dis, c'est que ta position, et surtout quand tu es dans un club select, dans la vie de tous les jours, peut être un petit peu embrouillant parce que t'as tendance à croire que t'es supérieur aux gens. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé d'aller dans certains magasins et de me dire putain, ça me fait chier de faire la queue, quoi. Moi, je fais pas la queue dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, dans mes nuits de tous les jours, j'appelle directement les marques, je leur dis envoyez-moi ça, et on me fait des cadeaux. Oui, c'est ça. Et des fois, en fait, tu vas juste au supermarché et t'as des gens devant toi qui prennent diplôme et tu te dis putain, mais pourquoi je fais la queue? Le mec il se pose devant le rebeu en bas de chez lui et il bloque l'accès aux gens, toi tu rentres pas. Pour tout. Non mais tu t'en parles à un moment, par exemple, moi je ne savais pas qu'il y avait des avantages quand on était physio d'endroits connus, c'est-à-dire des invitations au Parc des Princes, à des avant-premières, des sacs de marque gratos, des gadgets. Clair, T'es la vitrine d'une boîte. Hein. Moi, par exemple, j'ai été sponsorisé à différents moments par les 3 grands marques de basket, quoi. Les 3 plus connus. On n'a peut-être pas le droit de les citer, mais j'ai été sponsorisé par On les n'est pas 3. chez Hanouna ici, tu peux y aller. Il n'y a pas Fila dedans, apparemment. Désolé. Tant mieux pour moi. Alors, mais ceci dit, j'aurais kiffé. Mais Et du coup, tu les portes quand? Parce que tu pouvais les porter au Oui, boulot? bien sûr, tu peux les porter au boulot. D'accord. Ouais, tu sais, maintenant, tout le monde est en basket, même. Tu peux être classe et en basket de toute façon. Pas avec des Mais, paire de basket, ça vaut le prix d'une paire par de exemple, Weston. moi j'ai eu des tas de marques aussi de haute couture qui ont voulu me donner des sapes. Le seul truc, c'est que j'étais un peu trop. Tu rentres pas dedans. Ouais, exactement. Moi je te vois bien Gauthier, toi. Mais ouais, j'aurais bien aimé une marinière, mais Ou un kilt. Mais du coup, ouais, c'est ça. Quand t'es à l'entrée d'une boîte select, tu sais que t'as affaire à une clientèle qui est entre guillemets, j'aime pas le terme, mais haut de gamme. Du coup, t'as affaire à des patrons de marque. T'as affaire à des patrons de resto, t'as affaire à des patrons de club de foot, et du coup, les mecs sont prêts à te donner n'importe quoi. Moi, j'ai commencé à être acteur parce que j'étais à la porte du Baron. Un jour, un producteur est venu me voir, m'a dit tiens, tu veux pas tourner dans mon film, et ça a démarré comme ça. Alors que quand t'étais dans le 78, on te donnait que des saperness et tu pouvais les bouffer au grec gratos. Ouais, c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, ouais, Et des CD il y a le d'Express. revers de la médaille. Demande au DJ de passer ça. Donc tu reçois des sapes, ok, les gens essaient de te donner des thunes pour rentrer, etc. Mais certains que t'as refoulés peuvent être plus dangereux que la moyenne. Non, parce qu'en fait, dis-toi bien que quoi qu'il arrive, ils auront besoin de toi à un moment donné. Et comme il y a une espèce de solidarité entre... En tout cas, il y avait à l'époque, peut-être moins maintenant parce qu'il y a plus de clubs. Comme avant, il n'y avait pas beaucoup de clubs select, il y avait une espèce de solidarité entre tous. Si tu te faisais tricardin et que tu te mettais mal avec le physio, tu risquais de te mettre mal avec tous les physios de Paris. Donc les mecs avaient tout intérêt à quoi qu'il arrive. Tu confonds pas avec les voituriers aussi. Mais d'ailleurs, maintenant tu photographies les gens qui sont un peu trop relous pour. Ouais, moi je l'ai filmé. Moi, il m'est arrivé une histoire une fois où justement j'ai un mec pendant une demi-heure était là à m'insulter et à un moment donné à me mettre des coups et je l'ai poussé, il s'est ouvert le crâne en tombant sur le sol. Où ça a failli me coûter très cher et où j'étais sauvé par les vidéos de surveillance. Du coup,
Très cher Non, légalement, tu c'était veux pas dire. Mouzoul. Très cher légalement. Ouais, Ça, c'est la ça aurait justice. pu, ouais, c'est-à-dire que ouais, ça aurait pu me coûter très cher. J'aurais pu C'était faire, Philippe Stark. J'aurais pu. Non, mais c'était un mec de 50 ans, 55 ans même, tu vois, pété de thunes. Et concrètement, si le mec était pas ultra bourré et si lui-même n'avait pas décidé de retirer sa plainte et de venir s'excuser parce qu'il a vu les vidéos de surveillance, j'aurais pu finir avec une énorme amende ou en tôle. Et du coup, maintenant, moi, quand j'ai des cassos comme ça, je les filme, moi. Et alors, il y a autre chose, il y a aussi une clientèle qui est un peu ses habitudes dans le 8e, dans les boîtes du 8e, c'est le grand banditisme. Ouais, mais alors moi maintenant, c'est quoi le grand banditisme maintenant? Il y en a plus. Oui, le moyen mais banditisme. on va dire le nouveau banditisme. Parce que on va se dire parler les très choses, franchement par rapport à l'époque qu'on traverse actuellement. Les patrons de boîtes de nuit sont ce qu'ils aiment au-dessus de tout, c'est le cash. Donc à partir du moment où tu as du cash, tu rentres et que tu es prêt à dépenser de grosses sommes, tu rentreras à peu près où tu veux. Et qui a le plus de cash? C'est pas en général les mecs qui ont un travail de bureau, c'est les autres. Ouais, mais en même temps, il y a aussi quand même des histoires très concrètes de raquettes, de boîtes du 8e, de choses comme ça. Ouais, mais alors ce que je dis, c'est que ça se fait plus parce qu'on est rentré dans une ère où maintenant, le petit patron, il y a 10-15 ans, le petit patron qui avait 3-4 établissements, aujourd'hui, il n'existe plus, il s'est fait asphyxier par des gros groupes. Aujourd'hui, la vérité, dans le 8e, tu as 3 voire 4 grosses sociétés qui possèdent l'ensemble des boîtes de nuit. Par exemple, je prends l'exemple d'un groupe comme Noctis, Laurent de Gourcuff, ça représente entre 50 et 60 affaires entre les boîtes de nuit et les restaurants. Donc à partir du moment où des mecs comme ça ont le monopole, tu peux pas aller... Même pour des bandits, c'est aller beaucoup trop haut pour raqueter quelqu'un. C'est comme si on raquettait un politique, ça peut pas arriver. Mais par exemple, il y a une anecdote, tu racontes que tu avais recalé un mec d'un certain âge. Mhm. Et puis 20 mètres plus loin, il était tellement énervé, il a tiré une balle dans le genou d'un mec. Ouais, dans le genou d'un petit jeune. Alors qui était ce mec-là, j'en sais rien. Je sais même pas d'ailleurs s'il a été retrouvé, je me rappelle même plus. Mais après, t'as des mecs un peu fous la nuit. La nuit, c'est un territoire pour la folie. C'est là où t'es censé te laisser aller, quoi. T'en parles justement dans le bouquin à un moment de la paranoïa quand t'es portier, quoi. C'est-à-dire, je crois que c'est plus quand t'étais dans le 78, mais ne pas te garer au même endroit, pas passer toujours par le même chemin pour rentrer. En fait, ouais, ça m'est arrivé à l'époque où je bossais plutôt dans des boîtes où on te demandait de taper plutôt que de discuter. Et où ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, t'es obligé de faire gaffe quand tu rentres chez toi parce que des mecs qui ont été suivis jusqu'à chez eux, il y en a eu plein. Des mecs qui se sont fait canner en bas de chez eux, il y en a eu plein. Et donc il faut surtout pas croire qu'on est plus fort qu'un autre ou que ça nous arrivera pas à nous. Ça arrive pas qu'aux autres. À ce propos, dans une précédente émission, on avait Lionel qui était cutman et qui gravitait un peu avec des combattants de MMA qui justement faisaient aussi portier. Des belles anecdotes aussi comme ça de traquenards, de mecs qui sont tirés dessus. Et globalement, depuis les attentats à Paris, notamment Charlie Hebdo, ça a changé la gestion des entrées de Depuis, il boîtes. s'est converti à l'islam. Alors, ça n'a pas changé l'entrée des boîtes de nuit, où j'ai presque envie de dire, en fait, ça a facilité l'entrée des boîtes de nuit, mais il y a plusieurs éléments qui ont fait ça. Après Charlie Hebdo, tous les patrons de clubs ont constaté une grande chute de fréquentation des boîtes de nuit, due au tourisme et dû même aux Parisiens qui voulaient moins sortir. Tu rajoutes à ça le fait qu'il y a une multiplication des clubs et des clubs pseudo-sélects dans le 8e, c'est-à-dire qu'avant on était 4 clubs, maintenant il y en a 30 rien que dans le 8e. Du coup, t'as plus le choix en fait. Là où moi je refusais 70% des gens qui se présentaient à l'époque, aujourd'hui t'en refuses 10-20%, pas plus. Ça devient de moins en moins select finalement. Ouais, ça devient de moins en moins select maintenant. Oui, mais pas plus tant par les attentats, mais aussi par la multiplication des clubs. C'est un ensemble de choses. Ouais. C'est-à-dire que, comme je te dis, les attentats, il y a eu une grande chute de fréquentation des clubs, des boîtes de nuit après les attentats. D'abord après Charlie Hebdo et après le Bataclan. Mais si tu veux, quand on lit vraiment tout le bouquin, alors moi, ça m'a confirmé déjà le préjugé que j'avais sur le milieu de la nuit, tout ça. Mais ça donne quand même une idée de la nature humaine qui est quand même assez pitoyable, quoi, réellement. Ouais, mais je pense qu'il faut être capable de voir les choses en face. La nature humaine, elle est pitoyable. Une fille se fait agresser dans la rue, sur 10 mecs, il y en a combien qui vont vraiment bouger ? C'est juste qu'on aime bien se rassurer et se faire croire qu'on est
un pays de tolérance, un pays de vivre ensemble, un pays où tout le monde est sympa, tout le monde est copain, c'est faux. Non, mais là, je parle pas de l'agressivité ou des attentats, mais je veux dire, toutes les anecdotes des gens qui n'ont pas de fierté, qui sont prêts à ramper, à faire n'importe quoi. Mais en fait, ça rejoint ce que je dis, c'est-à-dire que même tu prends par exemple n'importe quel milieu artistique, si tu veux réussir, on te dit clairement, faut mettre ta fierté de côté. Si tu commences à faire un peu le rebelle, le mec qui ouvre trop sa gueule, ça marche pas. Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu mets ta fierté de côté. Et si demain tu dois, entre guillemets, zapper un ami pour avoir le poste clé de ta carrière, il y en a beaucoup qui le feront, quoi. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que toi, tu as été confronté aussi à ce dilemme ? C'est-à-dire que pour progresser dans l'échelon de ton métier, tu as renié un certain nombre de tes principes. Parce que des fois, tu dégages une image de quelqu'un qui a été à l'aise, finalement, avec ce qu'il fait, en tant que physio et tout, en tant que premier rouage d'un système, tu vois, qui s'appuie vachement sur le paraître, sur beaucoup, tu vois, d'inégalités, voire de racisme social ou autre, etc. Est-ce que toi, au final, t'as avalé ces couleuvres avec le temps en te disant, écoute, je dois m'y conformer, c'est la nature même du métier, si j'ai envie de faire de vieux os dans ce métier, je dois passer par là. Est-ce qu'à un moment, quand tu te regardes dans la glace, tu te dis, non, franchement, je me renie en étant comme ça à la porte d'un club et en agissant de la sorte. Et d'ailleurs, concrètement, tu l'es plus, donc c'est qu'au bout d'un moment... Mais en fait, ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, t'évolues dans un certain milieu et tu t'englues dans ça, et finalement, en fait, ce que t'étais avant commence à partir petit à petit. Alors, si tu veux, moi, j'ai jamais été en concurrence avec qui que ce soit, donc j'ai jamais eu besoin d'écraser qui que ce soit, et j'ai toujours essayé, même quand je refusais entre guillemets, quelqu'un qui correspondait pas parce que trop ceci, trop banlieusard, trop cela, à essayer de lui expliquer le pourquoi des choses le plus simplement possible et en essayant d'avoir une conversation. Mais inévitablement, de toute façon, tu es obligé de renier certains principes si tu veux avancer professionnellement. Sinon, concrètement, tu ne bouges pas. Et ça existe dans tous les milieux, hein. C'est pas que dans le mien, mais de toute façon, quand tu es confronté à un univers différent, une clientèle différente, au début, c'est un peu dur. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé au Baron, ce qui est pour moi le plus compliqué, c'était de me faire insulter et de ne pas avoir le droit de taper. Parce que je sortais d'endroits où, dès que tu ouvrais la bouche, on te sautait dessus. Même sans te faire insulter. Ouais, même d'ailleurs sans te faire insulter. Juste un mauvais regard et ça pouvait démarrer. Tandis que là, tu te retrouvais dans un environnement où il fallait tout le temps, en gros, discuter. Et sans t'en rendre compte, inconsciemment, tu changes en fait. Mais la violence, elle est ailleurs. Parce que t'avais l'habitude. Oui, la violence, c'est psychologique. Mais ce que je veux dire, c'est que tu changes et tu finis par devenir ça. Donc, ce que je dis en fait, c'est que les principes que t'avais il y a 10 ans sont peut-être pas les mêmes maintenant. C'est juste ça en fait. Mais oui, concrètement, pourquoi t'as arrêté là ? Ça a fermé déjà le Baron. Ouais, pourquoi j'ai arrêté ? Parce que j'ai fait un peu plus de 10 ans de Baron, que je voulais faire d'autres choses, j'avais besoin d'un break quand tu bosses. On t'a jamais démarché un autre club Oui, d'autres clubs m'ont démarché, bien sûr, mais c'est juste que moi j'avais besoin d'un break. Plus de 10 ans de boîte de nuit à 5 nuits par semaine, voire plus. Il y a un moment donné où t'as c'est lucratif en tout cas. Ça te permet de plâtrer pas mal d'argent, ça te permet de bien vivre. Oui, tu vis très bien. Honnêtement, tu vis très bien en bossant la nuit. De moins en moins bien, mais tu vis quand même encore bien. La vérité, c'est que oui, tu vis peut-être mieux que la plupart des emplois de bureau que tu trouverais. Moi, si tu veux, dans ma période de trou entre le basket et la sécu, je faisais du télémarketing. Donc j'ai vu quand même la différence de qualité de vie. Et puis faut pas croire, c'est pas un métier si difficile que ça. Je veux dire, il y a le côté psychologique qui est peut-être un peu dur, mais au final tu bosses de minuit à 6h max. Ça veut dire que tu bosses 6 heures par soir, tu as tes journées, tu fais ce que tu veux, tu peux aller au sport, au théâtre, voir tes potes, ce que tu veux. Donc c'est pas très compliqué, mais par contre, il faut trouver un équilibre en journée pour pas vraiment péter tous tes câbles. C'est juste ça. Par contre, en fait, vu ta place, tu dois avoir un réseau impossible, quoi. Tu dois être un agent artistique toi tout seul, quoi. Ouais, mais alors, si tu veux, le réseau, il est valable tant que les gens ont besoin de toi. Oui, t'es plus à la porte, donc t'es moins important. Moi, je veux dire, j'ai pas été appelé par une seule marque de vêtements ou quoi que ce soit depuis que je ne suis plus à la porte du bar. Mais c'est un peu le retour de bâton. Finalement, tu subis un peu la violence dont t'as été l'agent à un moment, quoi. Toi, maintenant, t'essayes de faire du cinéma. Ouais, tu fais du cinéma. J'essayais déjà avant, mais ouais, c'est ça. De faire du cinéma. Et puis finalement, peut-être que tu te rends compte que ça t'ouvre pas grande porte, et peut-être même que ça t'enferme. Ouais, alors après, je saurais pas dire. Moi, la problématique que j'avais à l'époque où j'étais. Parce que il y a un proverbe qui dit ceux qui te sourient quand tu gravis les échelons sont les mêmes qui te sourient quand tu les dégringoles. Ouais, j'irai pas jusque-là, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que quand j'étais à l'entrée du Baron,
les gens qui me faisaient pas bosser me faisaient pas bosser en général parce qu'ils me voyaient que comme un videur de boîte de nuit. Et maintenant, ils me font juste pas bosser parce qu'ils ont pas de rôle pour moi. Donc, est-ce qu'il y a un truc qui m'a aidé plus qu'un autre ? Ce qui est sûr, c'est qu'en effet, quand on parle des avantages nature, j'en avais plein lorsque j'étais à un club. Et lorsqu'on a moins besoin de toi, finalement, on t'appelle plus. Donc, ouais, moi, c'est propre à tous les milieux. Le téléphone sonne beaucoup moins, en effet, depuis que je suis plus à la porte du baron. Tu fais quoi maintenant quand tu disais que tu faisais du cinéma ? C'est-à-dire que je travaille sur l'adaptation du bouquin pour un programme télé. À côté de ça, je suis comédien. J'essaie de continuer d'écrire. Je suis parti 1 mois et demi en tournage là, à l'étranger où j'étais en équipe technique. Donc j'essaie d'apprendre d'autres choses autour du milieu du cinéma. Moi, mon kiff, c'est d'être acteur, mais c'est vrai que quand tu fais plus d'1m95 en France, c'est un petit peu compliqué. Quel genre de... Excuse-moi de te couper là-dessus, mais quel genre de format vous l'appliquez à ton bouquin ? Comme tu vois, les anecdotes, il y en a en général sur 3-4 pages, donc les formats courts. Les formats courts de maintenant, ou les mini-séries qui tiennent entre 2 et 5 minutes, je pense que ce serait vachement adapté pour mais il y avait déjà un truc comme ça, sur ce principe, avec Stomy, je crois. Avec Stomy Bugsy et Constantine Attia. Voilà, exactement. Après, avec tout le respect que j'ai pour eux en tant qu'acteur et en tant que personne, le programme était nul à chier. Ça sonnait creux, c'était très mal écrit, et puis ce décor blanc avec plein de lumière, ça sonnait pas crédible du tout. C'était un truc un peu cheap, et moi j'aimerais faire un truc un peu plus réaliste. Surtout qu'il y a matière avec ça. En fait, comment ça se passait ça ? Tu y as réfléchi un moment ou quand tu étais leader, tu notais tes trucs ? En fait, c'est venu totalement par hasard. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, j'avais l'idée d'en faire un programme court. J'ai jamais eu l'idée du livre. Et ça avançait pas plus que ça parce que peut-être je m'investissais pas assez. Et il y a eu une semaine où je me suis amusé chaque soir en fait à écrire une anecdote de quelque chose qui m'arrivait pendant la nuit. Et en fait, la force des réseaux sociaux, c'est que, en plus, quand tu as un certain réseau, j'ai reçu beaucoup d'appels, et du coup, j'ai eu l'appel de la maison d'édition qui m'a dit, écoutez, on a lu vos anecdotes, on aimerait bien vous rencontrer, discuter avec vous. Et le bouquin a démarré comme ça, en fait. La force du réseau internet. C'est ça, exactement. Du réseau internet et du réseau que tu peux faire la nuit quand t'es exposé. C'est eux qui t'ont demandé un petit peu, mets des passages de ta vie dedans pour qu'on arrive à te situer. Alors j'ai eu une co-auteure qui est venue justement m'aider un petit peu, parce que moi en gros j'avais les anecdotes de manière très brute, j'en avais une centaine. Donc il fallait trouver un moyen de les enchaîner de manière à ce que ce soit fluide pour le lecteur et que ce soit que ça donne envie de continuer au fur et à mesure des pages. Et c'est elle qui m'a aidé à ce niveau-là et qui m'a dit il faut que tu mettes des passages de ta vie parce que c'est ce qui va intéresser les gens. Ça aide à comprendre parce que oui, si t'es alsacien, blond, aux yeux bleus, tu fais pas videur. Non mais ça change plein d'aspects du bouquin parce que tu te retrouves en face de personnes qui, voilà, comme on disait tout à l'heure, te disent ouais t'as renié ta race ou quoi que ce soit. T'es la personne de couleur quand même en face de gens qui, de toute façon, j'ai déjà eu des mecs qui m'ont dit t'es un traître. Ouais. Et en plus, quand on parle de ta race, t'en as 36 des races. Ouais, en plus de ça, je veux dire, si tu connais un petit peu. Ouais, t'es le métis par excellence. Ma mère est d'origine algérienne, mon père est mauricien français. J'ai plus de blanc dans ma famille qu'autre chose. Ça va, je mange du porc, mais en plus tu vois quand on me voit on me dit ah mais t'es pas musulman parce que forcément j'ai un faciès qui fait plus typé maghrébin. Après à chaque fois je dois m'expliquer pourquoi je suis catho, je suis catho par pratiquant et que je mange du cochon, mais ouais c'est assez drôle en fait. Si tu veux, t'as une position centrale à tout ça quoi. Ouais, quand j'étais ado c'était un truc qui me gênait parce que j'avais besoin d'être conforme au groupe, d'être conforme au groupe, sauf que maintenant j'en ai plus rien à foutre. Il y a un passage où tu dis que ton père t'a toujours dit qu'il fallait fréquenter des Jean-François, des Patrick, etc. Sauf que tu disais que là où t'as grandi, il n'y en avait pas beaucoup. Exactement. Et finalement, c'est ce que t'as réussi par faire à la fin. Ouais, mais parce que mon père fait partie d'une autre génération. Mon père, faut savoir qu'il est né en France dans les années, tout début des années 40 et qu'il était le seul noir de sa ville. La chance. Et c'était à Marly-Gaumont. Non, figure-toi que c'était à Malakoff. C'était à Malakoff dans le 92 et si tu veux, lui concrètement, partout où il allait, c'était le négro de service. Donc que ce soit par rapport au keuf, par rapport à n'importe quoi, pour du boulot, etc. Il n'était pas traité comme les autres. Et c'était le fait d'avoir des potes blancs qui l'aidaient en fait à être un petit peu mieux considéré dans la vie. Mais moi, ce qui m'expliquait, ce qui était marrant, c'est que lui est rentré dans le grand banditisme principalement à cause de sa couleur de peau et que le grand banditisme à l'époque, c'était les gitans.
Donc il m'a dit en fait c'était les gens en marge de la société qui se retrouvaient dans le grand banditisme et du coup qui serraient les coudes ensemble. Et juste les blancs t'écartaient tout ça. Mais lui me disait, si tu veux pas te retrouver comme moi en marge de la société, il faut que tu traînes qu'avec des blancs. Il m'a dit t'as de la chance, t'es pas sorti trop foncé, donc tu t'appelles Jonathan. Ça passera bien. On fait tout pour t'aider. Ouais, non, mais d'ailleurs les clients, certaines clientes chez les parents. Pardon. Excuse-moi. Certaines clientes n'arrivent pas à croire que tu t'appelles John. C'est un nom d'emprunt. Ouais, enfin John, c'est, si tu veux, c'est le diminutif de Jonathan. Mais ouais, même sur ça, sur mon prénom, je dois m'expliquer. Mais pourquoi tu t'appelles John? Comment t'expliquer il fallait trouver un prénom. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ma mère voulait m'appeler Giovanni, mon père voulait m'appeler Jonathan. Ils sont restés sur Jonathan. Je pense que c'était mieux. Giovatan. Ah, il a de la punchline, le geek, hein. Non, mais cette démarche des parents, elle est plutôt classique. Ouais. Nous, enfin. Dis-toi, appeler Alain. Ne me regarde pas. Ne me regarde pas. Dis-toi, appeler Alain. Non, mais je suis quand même le garant de la France ici, alors ne me regarde pas à remettre en cause comme ça. Ah merde, quoi. Tu grandis en banlieue, tout ça, et tes parents. Tu t'appelles cochon, pas merde alors. Tes parents rêvent de te placer dans des écoles. Ouais, mais mes parents m'ont toujours dit d'éviter les blancs. Ah ouais, bon, moi je pense que c'est un truc. On voit le résultat. Je pense que c'est un truc très générationnel en effet. Mais maintenant, c'est plus quelque chose qui pour moi s'applique. Je pense que maintenant, peu importe avec qui tu traînes, etc., on a des portes qui s'ouvrent un peu plus facilement qu'avant. C'est un beau bon de la fin. Même si je considère, même si on mais constate quand même que les deux qui sont au centre de la table sont. C'est pas les mêmes générations. Chauves. C'est pas les mêmes générations. Ton père, il était tout seul à Malakoff, donc il y avait une posture il y a une réaction, quoi. On aurait pu en rester tout à l'heure parce qu'il a dit une très belle phrase pour un physio. Il a dit aujourd'hui les portes s'ouvrent beaucoup plus facilement. Voilà. Je trouve que c'est une belle. Pénitencier ou du pénitencier aussi. Mais je trouve que c'est une belle chose. De la mosquée. Ouais. Non, on va éviter. Inch'Allah, comme il dit. Eh ben on va se dire au revoir gentiment. Oui. J'ai envie de dire. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi gentiment? Il y aura un au revoir méchant un jour, un au revoir violent, non? C'est quoi Musul? Va te faire foutre. Des trucs comme ça de granola, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, un pour toi aussi. Respecte le sponsor, respecte le sponsor. On va avoir des coups de fil. Moi, je propose qu'on se quitte avec un titre du nouvel Orelsan qui s'appelle Note pour plus tard. On se dit pas au revoir avant? Si, mais enfin, toi, je m'en fous, mais. D'accord, ok. On se dira au revoir hors caméra. Mais je dis au revoir à tous les gens qui sont venus. Mais tu sais dire au revoir. Vas-y, c'est toi qui le fais bien, vas-y. Et ben voilà. Toi, t'es français, on t'a appris à dire au revoir. Voilà, exactement. Bonjour, s'il te plaît, merci. On t'a appris à dire au revoir aux immigrés. Ce sont des règles. Oh le bâtard. Retournez. Bon, oui, donc on avait la cible mouvante, Free Worker. Le geek. Salut. Bruce Geek. Non, je suis pas geek du tout, quoi. Parce que je suis pas habillé là, c'est pour ça. T'as 14 appareils sur toi. Là, t'as un t-shirt Get Busy, je suis pas habillé. Mais non, mais je suis pas. J'ai pas mon impair. Voilà. Ton impair de Dixon là. On avait Eros. Et qui est de Red T-shirt. Ouais, c'est pas marrant. De Red Logo. Redman. Qui représente les Bloods de Get Busy. David. Toujours là. Voilà, qui tant que tu me voir vires pas, avant la tant que tu me mets fois. pas à la porte. Et puis, j'ai une début de calvitie, mais je veux quand même garder les cheveux longs. Et puis on avait surtout l'invité Big John, qui était là pour son bouquin. Big John de Paname. Jonathan. Jonathan, c'est super, ça donne envie. Et on avait Cher et moi-même. Bah merci les gars, merci de m'avoir accueilli parmi vous. Voilà, et donc on se quitte avec Orelsan avec un titre qui s'appelle Note pour plus tard, et le texte est terrible, et je le dédicace à mon fils. Ok. J'avais ton âge, y a à peu près ton âge. Le passage à l'âge adulte est glissant dans les virages. Devenir un homme, y a pas de stage.